Très bien, merci beaucoup pour cette invitation au nom du groupe de travail, au nom de Damien Logeard que vous aurez en conférencier un peu plus tard. Je voulais remercier Serge Lepage, Michel White et puis toute votre équipe pour cette invitation. On est très heureux d'être présent à Québec pour cette réunion de la Société québécoise de la science cardiaque. Ce sont des échanges qui, j'espère, seront fructueux et qui ont commencé en réalité la semaine dernière par votre venue à La Baule, à côté de Nantes. Alors, je suis cardiologue et responsable du service de cardiologie au CHU de Nantes. C'est un centre universitaire qui, dans l'Institut du thorax, représente 350 lits destinés à la prise en charge des patients atteints de maladies cardiovasculaires et respiratoires et métaboliques. Et puis, à côté de ces unités cliniques, on a une unité de recherche fondamentale d'environ 100 chercheurs, ce qui en fait une grosse unité de recherche cardiovasculaire en France, et ce qu'on définit comme l'Institut du thorax. Le service de cardiologie, c'est 110 lits avec différentes unités, et puis on couvre tout le champ de la rythmologie, de l'insuffisance cardiaque avancée, des valvulopathies, avec une clinique d'insuffisance cardiaque en particulier. Alors Damien Logeard vous parlera de Paris, peut-être un petit peu, puisque Paris est très connu, mais Nantes, c'est sans doute pas très très connu, donc je me permets un petit point. Donc Nantes est située sur la côte ouest de la France, juste à la base de la Bretagne. C'est une ville qui est de 550 000 habitants et la situation est assez bonne. On est à moins d'une heure de route du bord de mer avec une côte assez jolie, un petit peu humide. Et puis Time Magazine avait dit en 2004, et on est très fiers de cela, que c'était sans doute la meilleure ville parce qu'elle offrait sans doute la meilleure qualité de vie en Europe puisque c'était décidé par les Français qui en connaissent un brin sur le sujet. Voilà. Alors, le deuxième point sur Nantes et sur la cardiologie, je vous représente ici, c'est un petit écrin d'or dans lequel avait été placé le cœur d'Anne de Bretagne. Anne de Bretagne, c'était une reine très particulière en France, puisqu'elle avait été 2 fois mariée à un roi de France. Donc, c'est la seule dans l'histoire de France. Et c'était dans les années 1500. Et elle avait un château à Nantes. Et elle était fière d'être nantaise, mais bon, elle était montée à Paris suivre le roi. Mais elle avait demandé que son cœur soit rapatrié sur Nantes dans ce reliquaire. Et sans doute qu'elle pressentait déjà les développements du service de cardiologie 500 ans un peu auparavant. Voilà, la balle est dans le camp de Damien Logeard maintenant. Donc je voudrais m'entretenir sur l'objet scientifique de cette présentation. C'est une présentation qui va être assez basic science malgré tout, avec à chaque point, des développements cliniques. Je vous parlerai de la découverte du récepteur bêta-3 adrénergique qu'on a réalisé au sein de l'équipe de recherche fondamentale, et puis des implications donc, en physiologie au niveau myocardique, dans la science cardiaque avec une dysfonction systolique, son rôle à l'échelon vasculaire, et puis nous verrons s'il y a des traitements qui ont des propriétés agonistes bêta-3 adrénergiques, et enfin, un rôle potentiel dans l'insuffisance cardiaque à fonction d'éjection préservée. Et puis, j'ai oublié de vous mettre une diapositive, mais j'ai comme conflit d'intérêt simplement qu'on a reçu des grants du laboratoire Menarini pour mener un certain nombre de recherches, notamment concernant l'agoniste bêta-3 adrénergique qui sera le Nebivolol. Alors, l'histoire des récepteurs bêta-3 adrénergiques à l'échelon myocardique, elle débute dans les années 94-96. J'avais rejoint à cette époque-là, donc vous voyez que c'est une époque où on avait des lunettes différentes et des plus de cheveux. J'avais rejoint l'équipe de Chantal Gauthier, qui est la responsable de ce groupe de recherche, une petite équipe avec des étudiants. Et la thématique de notre équipe, c'était les récepteurs membranaires et le système nerveux autonome. Et à ce titre, on travaillait sur les récepteurs bêta-adrénergiques. Et je vous le rappelle, l'une des fonctions, sinon la fonction principale du récepteur bêta-adrénergique situé sur la membrane cytoplasmique du cardiomyocyte, c'est de répondre aux sollicitations et à la sécrétion de noradrénaline pour, en couplage avec des protéines GS, activer l'adénylate cyclase de façon à engranger tout un mécanisme de phosphorylation de protéines clés intervenant dans la contraction cardiaque, donc par exemple des canaux calciques de type L, le phospholamban, la troponine. Donc le récepteur bêta va transmettre
via la stimulation adrénergique et la noradrénaline, finalement une régulation de la performance cardiaque en modulant l'entrée de calcium dans la cellule. Et ça provoque une augmentation de la force de contraction. Alors, pour étudier cela, on avait conçu un outil, une cuve expérimentale, dans laquelle on plaçait des biopsies, et on place encore des biopsies endomyocardiques de myocarde humain. On a un programme de transplantation cardiaque, et pour suivre le rejet de greffe, on biopsie 4 à 5 biopsies assez régulièrement chez les patients greffés pour surveiller l'apparition d'un rejet. À chaque fois qu'on fait 4 ou 5 biopsies chez un patient, notre comité d'éthique nous a autorisé sur des protocoles déterminés à mettre de côté une biopsie pour la transférer au laboratoire. Et cette biopsie, alors effectivement chez le greffé cardiaque, la biopsie ne comporte pas de risque où il est minime et il est bien contrôlé quoi qu'il en soit, et donc c'est pas faire courir plus de risques aux patients. On place cette biopsie dans cette cuve qui est une cuve en plexiglas. Elle est figurée ici, on la pointe sur le fond de la cuve et on la place entre 2 électrodes qui vont pouvoir la stimuler par un courant électrique, et on implante à l'autre extrémité de la biopsie un tonomètre qui est un capteur de tension, et on va pouvoir étudier les variations de contraction de cette biopsie qui est donc du muscle qui va continuer à battre pendant plusieurs heures après son prélèvement. On peut passer dans cette cuve un liquide physiologique qui est chargé de composés pharmacologiques qui va permettre de modifier la contraction de cette biopsie et étudier donc la réponse notamment à des agonistes adrénergiques. Alors voici ce qu'on obtient comme courbe. Vous avez ici une situation de départ où la biopsie se contracte sous l'effet du champ électrique, et en passant en perfusion un agoniste bêta-adrénergique qui va stimuler les récepteurs bêta 1 et bêta 2, et en l'occurrence c'était l'isoprénaline, on observe une augmentation de la force de contraction. Donc c'est un modèle simple qui permet d'avoir des réponses immédiates. Alors qu'est-ce qu'on a vu? Alors notre expérimentation a montré des choses classiques au départ, c'est-à-dire que quand vous perfusez dans ce montage de l'isoprénaline sur du muscle cardiaque humain, vous obtenez une augmentation concentration dépendante de la force de contraction. Alors l'isoprénaline, c'est un agoniste bêta 1 et bêta 2 adrénergique. Mais quand on met ensemble de l'isoprénaline et qu'on pré-traite la biopsie avec du nadolol, qui est un bêta-bloquant qui va bloquer les effets bêta 1 et bêta 2, on observe un effet tout à fait paradoxal de l'isoprénaline, c'est-à-dire une diminution de la force de contraction de la biopsie qui est concentration dépendante. Donc c'est un effet tout à fait atypique et très étonnant qui nous a surpris quand on a fait ces expérimentations dans le milieu des années 90. Et à cette époque-là, les chercheurs du métabolisme travaillaient aussi sur les récepteurs atypiques bêta impliqués dans la thermogénèse et dans la lipolyse chez le rongeur. Et ils avaient défini un récepteur atypique qu'ils n'avaient pas identifié, jusqu'à ce qu'en 1987, l'équipe du Dr Strosberg fasse la synthèse, puisse identifier le gène du récepteur bêta-3 adrénergique. Donc ce récepteur bêta-3 adrénergique, il est situé chez l'homme sur le chromosome 8, et il a des analogies assez importantes avec les récepteurs bêta 1 et bêta 2 adrénergiques. Alors, on a donc c'est un récepteur à 7 domaines transmembranaires, comme tous ces récepteurs bêta-adrénergiques. Donc on a effectivement les sites habituels de reconnaissance du ligand sur la face externe, vers l'extérieur de la cellule. On a aussi sur ce récepteur bêta-3 adrénergique les sites pour la fixation avec les protéines G. Et puis, ce qui le différencie quand même des autres récepteurs bêta 1 et bêta 2, c'est qu'il n'a pas les séquences phosphorylées pour la protéine kinase A et BARC. Ça veut dire qu'il est très résistant à une désensibilisation. On sait que les récepteurs bêta 1 et bêta 2, sous l'effet d'une stimulation adrénergique chronique, vont répondre un peu moins bien, mais ce qui n'est pas le cas des récepteurs bêta 3 adrénergiques, ce qui est une propriété sans doute pertinente en clinique. Donc on a vu qu'avec notre mélange isoprénaline et nadolol, on avait un effet inotrope négatif. On s'est dit peut-être que c'est donc un effet bêta 3, puisqu'on en parlait dans la thermogénèse et la lipolyse.
eh bien, on a donc été utiliser des agonistes bêta-3 adrénergiques utilisés chez le rongeur, notamment le BRL 37344, et on a pu montrer qu'on reproduisait les mêmes effets que vus précédemment avec isoprénaline et ladonol, c'est-à-dire que l'effet inotrope négatif existait par la stimulation du récepteur bêta-3 chez l'homme. Donc ça, c'était vraiment une découverte. Il y a en plus du bêta-1 et bêta-2, un bêta-3 qui a un effet complètement opposé. Alors l'objectif de notre travail a été de démembrer un peu les voies intracellulaires de ce récepteur. On a d'abord confirmé que cette relation était concentration dépendante et que c'était aussi confirmé avec d'autres activateurs du récepteur bêta-3 adrénergique. On obtenait toujours un effet inotrope négatif. On a montré que cet effet passait par l'activation des protéines GI, qui sont plutôt des protéines inhibitrices, donc c'est à l'opposé des protéines sensibilisantes du couplage des bêta-1, parce que quand on mettait une préparation en présence de PTX qui inhibe les protéines GI, notre effet inotrope disparaissait, inotrope négatif. Et troisième point, c'était un effet qui était dépendant du monoxyde d'azote, c'est-à-dire que l'effet inotrope était associé à une production du monoxyde d'azote via la stimulation bêta-3. Avec un inhibiteur du monoxyde d'azote, l'effet inotrope négatif disparaissait. Et quand on rajoute le substrat pour les NO-synthases de la L-arginine, on rétablit l'effet inotrope négatif. Voilà, donc contrairement au schéma très habituel décrit depuis de longues années, pour les récepteurs bêta-1, où il y a une combinaison avec la protéine GS pour activer l'adénylate cyclase, produire de l'MPC, phosphoryler toutes ces protéines qui vont favoriser la contraction cardiaque. Pour le récepteur bêta-3 adrénergique, on a une association, une activation avec la protéine GS, l'activation de la NO-synthase, de type endothélial d'ailleurs, et puis une augmentation de la guanylate cyclase et une diminution de la force de contraction. Alors, ce récepteur qui diminue la force de contraction, il était intéressant de l'étudier dans la science cardiaque. C'est ce qu'on a fait avec une collaboration avec l'équipe belge du professeur Jean-Luc Baligan. Ce sont des diapositives réalisées à partir de biopsies de patients qui étaient suivis dans le service jusqu'à la transplantation. Lors de la transplantation, on a explanté le cœur et on a réalisé des coupes histologiques de ce myocarde. Donc vous avez ici une situation de patient contrôle sans insuffisance cardiaque, et là, une insuffisance cardiaque d'origine ischémique, et là, un patient qui a une cardiomyopathie dilatée primitive. À droite figure l'application d'un sérum témoin, et là, un sérum dirigé contre le récepteur bêta-3. Alors on voit qu'on a un faible marquage chez les sujets non insuffisants cardiaques. En revanche, on note une surexpression du récepteur bêta-3 adrénergique, quelle que soit la cause de la cardiopathie, dans l'insuffisance cardiaque avancée. Alors qu'en est-il sur le plan fonctionnel? Eh bien, on a observé une altération de la balance bêta-adrénergique dans l'insuffisance cardiaque. On a remis ces morceaux de myocarde à se contracter dans nos cuves, donc en les prélevant chez des patients en insuffisance cardiaque avancée, et on a observé, comme c'est classiquement décrit, que la réponse à l'isoprénaline est diminuée. Il y a une moins bonne réponse à la stimulation adrénergique bêta-1 dans l'insuffisance cardiaque, mais concernant la stimulation bêta-3 adrénergique, celle-ci était diminuée, mais quand même beaucoup plus préservée que l'isoprénaline. C'est-à-dire qu'il est fortement probable que l'activation des bêta-3 par ces forts taux circulants de catécholamine dans l'insuffisance cardiaque soit à l'origine d'un effet inotrope négatif. Donc voici comment on a résumé nos hypothèses à l'époque. En l'absence d'insuffisance cardiaque, on a une prédominance des agonistes, des récepteurs bêta-1 et bêta-2, les bêta-1 étant plus exprimés que les bêta-2, et les bêta-3 sont là, mais exercent un effet inotrope négatif moins important. En état d'insuffisance cardiaque, on observe la non-régulation des récepteurs bêta-1, ça a été décrit, et puis on a une surexpression des récepteurs bêta-3 avec un effet inotrope négatif plus marqué. Alors, quelles sont la finalité de tout ça? C'est effectivement intéressant de comprendre ça comme un système qui viendrait contrebalancer une stimulation adrénergique excessive, contrebalancer les effets potentiellement délétères. Et donc, c'était vraiment une notion nouvelle d'un concept d'un système qui s'équilibre par lui-même avec un récepteur qui va limiter la force de contraction et puis probablement limiter la consommation d'oxygène.